ça rigole pas ici. Hein. Quand vous en avez eu un petit aperçu, hein, on est chez les totalitaires ici. Bon, pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a encore une chance de pouvoir échapper au goulag. Donc, point de présentation, puisqu'on ne présente plus nos invités de ce soir qui sont des vieux habitués, vieux au sens de... Depuis longtemps, ils fréquentent cet honorable établissement notoirement totalitaire. Donc, je vais leur laisser la parole pour se présenter mutuellement et surtout pour présenter les passionnantes publications d'Elga qu'ils sont venus nous faire découvrir ce soir. Très bien, écoute, merci Dominique et bonjour à tous. Donc, à ma droite, Bruno Drewski, professeur, tu me corriges si je dis des bêtises, d'histoire de civilisation slave à l'INALCO, Langso à Paris. Auteur de nombreux livres, dont au moins 3 ou 4 chez Elga. Et celui que nous allons présenter. Le second ouvrage, puisqu'on présentera 2 ouvrages ce soir, le second ouvrage est un ouvrage de Bruno Drewski intitulé Socialisme réel 1.0. Et le premier ouvrage, l'autre invité, c'est Jean-Paul Baptiste, qui a fait un ouvrage chez Delga qui s'intitule « Il était une fois en URSS », donc il est tout à fait... Il a fait l'introduction du livre que l'on va présenter ce soir, qui est un livre beaucoup plus épais, il fait 800 pages, 4000 notes de bas de page. Je ne vous dis pas la gageure que ça a été pour traduire ce bouquin. Alors bravo à tout le monde, parce que donc également le traducteur qui interviendra, Bernard Rosade qui est là. Mais qui ne veut pas qu'on le voit. Voilà, la metteuse en page, Sophie Lapise, etc., qui est par là aussi. Voilà, donc c'est un travail collectif, cet ouvrage. Donc c'est une série d'ouvrages, on en a pas mal en chantier, si vous voulez. Il y en a 2 qui sont arrivés finalement à terme. Donc un qu'on a publié l'an dernier qui s'intitule « Staline et le peuple, pourquoi il n'y a pas eu de révolte ?» du grand historien russe Viktor Zemskov, qui est sous-titré, je crois, avec un bandeau rouge tonitruant, ouverture des archives soviétiques, Solzhenitsyn a menti. Voilà. Donc ça donne un peu le tempo. Voilà. Alors donc l'ouvrage que l'on va présenter ce soir, qui est celui qu'on a publié cette année, issu de ce fonds russe que l'on tente de traduire, et il y en a beaucoup qui devraient venir si tout se passe bien. L'ouvrage en question, on le montre, il s'agit d'un ouvrage de l'historien soviétique puis russe Alexandre Ostrovsky, qui est mort en 2015, qui était né en 1947, qui initialement est un historien dans l'Union soviétique plutôt de l'histoire de l'agriculture. Mais il a complètement divergé dans ces thèmes après la liquidation de l'Union soviétique. Et ça l'a terriblement marqué parce qu'il a fait 3 bouquins de 800 pages là-dessus. Donc on a publié un déjà, il y en a un autre qui est traduit et qui est en phase de publication, et un autre qui est traduit et qui est un peu plus en retard. Donc pour donner le cadre un petit peu, celui d'après, ça sera sur Octobre Noir, donc le bombardement tout à fait démocratique du Parlement russe en 1993 par Helsinki et donc tous les supplétifs des USA qui l'ont largement aidé dans cette entreprise. Et puis un autre livre qui serait antérieur, qui est en gros qui a mis en place Gorbatchev, en gros le projet anti-soviétique qui s'enracine beaucoup plus loin que Gorbatchev. Gorbatchev étant la partie immergée de l'iceberg en quelque sorte, mais ça vient de plus loin. Donc c'est l'explication de tout ça. Voilà, alors pour le moment on oublie les 2 autres, mais il y a celui-ci qui vient d'être publié, Erreur ou trahison. À mon avis, c'est quand même un livre décisif,
tant il éclipse tout ce qui avait été produit sur la question, voilà, qu'on peut connaître en France. Alors je dirais que c'est pas pareil en Russie, parce que nous, on a un rattrapage terrible à faire, mais en Russie, je pense que peut-être que Célestin nous le dira, mais tous les gens, tous ces thèmes-là sont connus. Une preuve en est, c'est qu'à l'élection présidentielle de 1996, donc 5 ans après la liquidation de l'Union soviétique, Gorbatchev se présentant non plus à la présidence de la Russie, s'est pris 0,5% dans les dents. Donc ça veut bien dire que les gens avaient bien compris, d'ailleurs, et dans la parenthèse, les Chinois, si vous voulez, ont étudié beaucoup la chute de l'Union soviétique. Ils sont très intéressés. La chute de l'Union soviétique, c'est vraiment l'anti-modèle, et le PC chinois et Xi Jinping particulièrement sont tout à fait voilà. Donc je vais un peu plus vite. Donc oui, c'est Xi Jinping, criminel de l'humanité. Voilà, livre Erreur ou trahison. Alors très grossièrement, erreur ou trahison. Donc il y a 2 thèses, erreur ou trahison. Erreur, Gorbatchev finalement voulait vraiment améliorer le socialisme, mais la situation lui a échappé et la perestroïka est partie en vrille. Voilà, c'est la thèse en gros qu'on connaît ici. Bon, c'est l'erreur, ça. Ça, c'est l'erreur. Bon, allez, la trahison. Trahison, c'est simple. C'est Gorbatchev s'était fixé, mais dès le départ, en 1985, et pas en 91, le retour à l'économie de marché et la liquidation de l'Union soviétique. Voilà, donc ça c'est pour ça. Ça c'est pour le livre va nous permettre de. Le livre, c'est une fois. Alors, c'est 800 pages et 4000 notes de bas de page. Vraiment, après leur lecture, il est clair que c'est l'hypothèse numéro 2 qui voilà. On ne va pas déflorer le truc, puisqu'on a dit que ça se lisait comme un roman. Il faut lire le livre. Oui. Voilà, mais donc, alors, juste une petite chose, pour le plan général, très rapidement du livre, je pense que le découpage que fait Ostrovsky, c'est un découpage en 3 phases successives. Donc, une première phase de purge du personnel, c'est-à-dire que tout le personnel a été changé, que ce soit au Politburo, au KGB, dans les médias, dans l'armée, au Soviet suprême. Donc, Jean-Paul vous en parlera plus tard avec l'affaire Rust, etc. Vraiment, c'est Alors, première étape préparatoire au reste, le changement de personnel. Donc, de 85 à 86, ils changent tout le personnel. 90% des directeurs de médias ont été virés en 1986 de l'aveu même de Yakovlev, le lieutenant de Gorbatchev. Et deuxième étape, donc après cette étape préparatoire, donc on a viré tout le monde, on fait le sabotage de l'URSS par la tête, par le haut. Donc je ne sais pas, est-ce que tu vas expliquer un petit peu ça après Bon, tu l'expliqueras. Très bien. Voilà, donc deuxième phase, et la troisième et ultime phase, une fois qu'on a saboté, miné, si vous voulez, l'Union soviétique, il ne reste plus qu'une chose, c'est à la détruire de manière anticonstitutionnellement. Voilà, c'est un mot qu'on connaît. Donc, et c'est exactement ça qui s'est passé. Donc, à partir d'août 1991, avec un faux coup d'État qui justifiera après coup un vrai coup d'État, là, pour le coup, en septembre-octobre 1991, avec des violations à répétition de la Constitution, aboutissant à la violation finale et suprême, c'est-à-dire la dissolution de l'Union soviétique dans une forêt biélorusse réunissant 3 ivrognes, paraît-il. Helsin, Kratchuk et puis Choukevich. Voilà. Donc, voilà, et avec, bien sûr, l'idée c'est d'interdire le rendre irréversible le processus. Donc ils ont fait changement de personnel, sabotage et destruction. 5 ans. À toi de jouer. Alors,
Oui. Sans déflorer le sujet, mais pour stimuler encore davantage l'intérêt du lecteur, qu'est-ce que tu peux nous dire dans les très grandes lignes de ce qu'il va découvrir et de ce qui va le passionner et des éclaircissements fondamentaux, du moins il ne va pas décrire ces éclaircissements, mais les points jusqu'ici obscurs ou très controversés qui vont trouver un éclairage nouveau et surtout des explications sérieuses et véridiques dans ce livre. Très bien. Mais je suis d'abord très content qu'on soit si nombreux aujourd'hui et des personnes qui sont intéressées à la question, ce qui va donner lieu à un débat passionnant. Alors, pour moi, je félicite les gens qui ont déjà acheté le livre parce que pour moi, c'est un livre qui est ce que j'appelle séminal. C'est-à-dire qu'après ce livre, rien ne sera plus comme avant parce que c'est la première fois qu'on a un ouvrage exhaustif, conséquent sur le pourquoi du comment de la fin de l'Union soviétique. D'autant plus que c'est la première fois que c'est un soviétique qui écrit, parce qu'on a eu beaucoup d'étrangers qui sont intéressés à la question. Hans-Heinz Holz, ici on a Keenan et Kirib aux États-Unis, la cellule chinoise qui s'intéresse au problème Barman Azad et Moshe Lewin. Mais c'est la première fois que c'est un soviétique et qui était là à l'époque. Zinoviev en a parlé, mais Zinoviev avait déjà émigré. Vous voyez, donc c'est la première fois que c'est un soviétique qui traite directement de l'affaire et qui nous apporte une chronologie en temps réel du pourquoi, du comment. Le comment avait déjà été décrit, mais cette fois, si vous voulez, c'est fait de façon exhaustive, comme on voit à la taille du livre. Alors moi, ça m'a particulièrement intéressé, parce que moi j'habitais là à l'époque, les événements auxquels le livre a trait, c'est 1985 et 1991. Moi j'y étais de 1985 à 1988. Et c'est pour ça que ce livre a apporté des réponses à certaines questions que je m'étais posées, des choses qui étaient assez bizarres, pour n'en citer qu'une, parce qu'elle n'est pas dans le livre, le fait qu'on ait autorisé une manifestation nazie en uniforme à Leningrad en 1987. Il y avait des choses qui me semblaient absolument bizarres. C'est vrai que personne n'avait vu venir la chute de l'Union soviétique. Bon, on m'a critiqué ma préface pour ça. Mais si vous vouliez... l'économie se portait bien, il y avait même eu une reprise en 1986, après une stagnation de la croissance. Ensuite, le système politique, à ce que j'en ai vu en 3 ans, fonctionnait assez bien, donc ça a pris un peu tout le monde de court. Alors, quand même, il y avait certains signes avant-coureurs. Bon, donc moi je m'étais aperçu, par exemple, la dépolitisation du personnel en place et la mainmise croissante de la technocratie. Donc je m'apercevais bien de certaines choses, les changements de personnel au Komsomol, et puis évidemment les discours de Gorbatchev qui, d'un discours à l'autre, se faisaient de plus en plus antisocialistes. Bon, alors tout cela est documenté dans le livre avec le pourquoi du comment. Comme on l'a dit, l'explication bourgeoise classique, c'était que Gorbatchev était un réformateur, donc il fallait tout détruire avant de reconstruire. Alors le problème dans cette explication, c'est que rien n'a jamais été reconstruit, puisque jusqu'en 1999, le revenu par habitant a continué à baisser, un peu jusqu'à l'arrivée aux affaires de Poutine. Donc, si vous voulez, il y avait eu la destruction sans la reconstruction. Donc cette hypothèse qu'on peut appeler bourgeoise, ne tenait pas la route. Alors ici, au contraire, donc c'est très bien expliqué, le pourquoi du comment, les deux hypothèses, évidemment, est-ce que Gorbatchev était bête ou méchant, est-ce que l'équipe au pouvoir, c'était des nuls ou des liquidateurs, et évidemment, la balance pèse en faveur de la deuxième hypothèse. Alors, c'est une entreprise voulue, déterminée, organisée méticuleusement, donc de destruction du socialisme, qui se lit comme un roman policier. C'est ça qui donne aussi un certain attrait au livre, avec beaucoup d'humour. Par exemple, quand il décrit le faux coup d'État d'août 1992, fait par des... On aurait peut-être pu dire un mot d'Ostrovsky lui-même et du contexte dans lequel il va écrire ce livre.
J'en ai parlé un petit peu. Oui, bon. mais je veux dire, qui explique que ça donne un air de roman policier par rapport aux autres, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'ouvrages là-dessus, par rapport à ce qui avait été fait précédemment. Écrit par des étrangers, oui. Oui, écrit par des étrangers. Lui, c'est à peu près le seul russe, mais il y a eu quand même des Russes aussi qui ont écrit là-dessus, non? Oui, mais si vous voulez, dans un sens commercial plutôt anti-soviétique, des opportunistes pour se faire publier à l'étranger, alors que lui, il est mort d'ailleurs très peu de temps après avoir écrit ce livre. Il a vraiment écrit ce livre pour l'histoire, quoi, et pas dans un but commercial, parce que c'est un historien et un chroniqueur. Bon. Je parlerai d'ailleurs dans le contexte de ces autres livres après. Donc, en 2 mots, pour décrire l'entreprise de démolition, en allant du plus tangent au plus subtil. D'abord, une curiosité encore que Gorbatchev, quand il y a eu les accords SALT, tout ça, il faisait plus que les Américains demandaient. Alors, ça semble assez bizarre en matière de désarmement de l'URSS. Donc déjà, ça aurait pu mettre un peu la puce à l'oreille des personnes qui s'intéressaient à la question. Deuxièmement, la première chose qu'il a fait, c'est le démantèlement de l'Europe de l'Est. En Europe de l'Est, où le socialisme était moins bien ancré, puisque dans les pays de l'Est, si vous voulez, à part l'Union soviétique, le socialisme n'était pas forcément arrivé par la Révolution. Bruno va nous oui, parler de ça. Voilà, donc c'est la première chose que Gorbatchev a fait, le travail de sape, pour que les pays de l'Est, d'Europe de l'Est, quittent le camp socialiste, ce qui isolait donc l'Union soviétique et la mettait à la merci finalement de l'ennemi extérieur. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Troisièmement, l'abandon des républiques périphériques. Alors certaines personnes comme Samir Amin disent que Gorbatchev, Yeltsin c'était sûr, bon, mais Gorbatchev ne s'intéressait pas du tout à la République périphérique, il s'en est servi surtout pour avancer son agenda. C'est-à-dire que là, oui, par exemple, moi j'habitais à Alma-Ata, il y avait des choses très curieuses. Bon, en 1986, quand il y a eu les événements d'Alma-Ata, on distribuait de la vodka aux étudiants, bon, ça semblait pour les exciter un peu, pour faire des manifestations contre le Parti communiste kazakh. Ces choses m'étonnaient beaucoup à l'époque. Et c'est très bien expliqué dans le livre. Je vous en dis pas plus parce que c'est assez compliqué. Suite à quoi, le premier secrétaire du Kazakhstan, Kounaev, a été remplacé donc par un Russe. Donc c'était un peu la stratégie de Gorbatchev dans les républiques périphériques. En Géorgie, en Azerbaïdjan, c'était pareil. C'était d'encourager la contestation dans un premier temps pour retourner les gens contre les équipes dirigeantes pour, dans un deuxième temps, envoyer donc l'armée de Moscou, une répression de masse qui ne faisait qu'accroître le mécontentement. Donc on dirait que c'est quelque chose de délibéré qui aurait été fait par Gorbatchev pour donc changer les équipes dirigeantes et faire avancer son agenda. La glasnost, glasnost, tout ce que c'était finalement, c'était la destruction de l'idéologie communiste. Ça a été fait de façon très insidieuse. D'abord, on attaquait Staline avec du Lénine. Ensuite, on attaquait le Lénine avec Plekhanov. Et finalement, on attaquait toutes les idées révolutionnaires avec les idées néolibérales. On a parlé donc de la méthode pour faire avancer ce programme, c'était de remplacer les têtes des médias. Une fois qu'on contrôle les médias, évidemment, les gens savent tellement à qui se vouer. Et pour arriver à la perestroïka elle-même, donc destruction de l'État et de l'économie, perestroïka, ça veut dire reconstruction. Donc d'abord la destruction de l'État, on a dit, le dégommage des responsables. Là aussi, quand j'y étais, il y avait des choses très bizarres qui se passaient. Il faut se rappeler le jeune Mathias Rost, là, de 18 ans, qui a atterri en avion sur la place Rouge. C'était incompréhensible. Bon, ça c'est très bien expliqué, que c'était une grosse manipulation pour discréditer le KGB, l'armée et changer tout le monde. Alors moi j'étais assez proche de ça parce que mes étudiants étaient les gardes de Mathias Rust dans un camp au Kazakhstan où il était très bien traité, il avait un groupe de rock, on lui avait donné des guitares, et tout ça me semblait extrêmement curieux, et ça c'est très bien expliqué. Il explique aussi le montage du faux coup d'État d'août 1992 avec des passages hilarants, comme il décrit 1991, des passages hilarants où il décrit
pour des personnes âgées qui étaient à moitié saoules, qui avaient été manipulées de toutes parts pour monter un faux coup d'État qui a donné lieu ensuite à le vrai coup d'État de Yeltsin et de Gorbatchev. Et ça a été fait. Bon, certaines choses, si vous voulez, étaient légales, mais étaient signe de malheur. Par exemple, le fait qu'il n'y avait jamais eu de parti communiste de Russie, le fait qu'on ait créé une présidence de la Russie, avec Yeltsin comme président, du jour au lendemain, il a pu, Yeltsin, comme acquérir tous les biens du Parti communiste et dire que le Parti communiste était fini à partir du moment où la Russie, on avait décidé, si vous voulez, que c'était déséquilibré d'avoir un Parti communiste russe par rapport aux autres partis des autres républiques. Bon, et le reste était totalement illégal et anticonstitutionnel, comme on l'a dit. La destruction de l'économie, alors là aussi, c'est très bizarre, parce que je veux dire, quand même tomber aussi bas et faire des choses comme arrêter le monopole d'État sur le commerce extérieur, c'était le début de la fin. Les coopératives, en fait, ça c'était les entreprises privées qui pouvaient acheter à l'État, l'Union soviétique, c'est vrai que presque tout était gratuit, donc ils achetaient au prix le plus bas pour ensuite revendre comme ils voulaient à l'étranger, ce qui explique que les magasins sont vidés du jour au lendemain, puisque c'était plus avantageux au prix astronomique auquel ils vendaient de vendre à l'étranger. Alors, si vous voulez, des décisions économiques comme ça semblent absolument suicidaires pour tout le monde. Et c'est ça qui, dans le livre, est traité de façon chronologique et détaillée, mais qui donne lieu à d'autres questions. C'est-à-dire qu'on se demande quand même pourquoi donc Gorbatchev a voulu détruire ce point-là. Alors, il a une solution qu'il apporte dans la conclusion, parce que finalement, ces personnes, l'équipe dirigeante au pouvoir, ils étaient extrêmement bien. Alors, pourquoi, comme dit Zinoviev, ils auraient scié la branche sur laquelle ils étaient assis? Ça semble assez bizarre. Alors, évidemment, dans la conclusion, Ostrovsky dit qu'il voulait transformer le pouvoir en argent. Mais si vous voulez, pour des personnes d'un âge avancé, on se demande vraiment ce qu'ils avaient à y gagner. Mais soit, on peut accepter cette théorie, et si c'est vrai, c'est plutôt un bon point pour l'URSS, puisque ça laisserait penser que ces personnes n'étaient pas si fortunées que cela, s'ils ont dû se vendre aux États-Unis, si vous voulez, et que c'était la cause de leur entreprise de destruction, si vous voulez. Mais ça me semble quand même un peu... c'est pas encore tout à fait clair, cette histoire. Mais évidemment, lui, c'est un chroniqueur, donc si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui se lance dans des hypothèses farfelues. Il décrit la chronologie des événements et il le fait au mieux. Bon. Et évidemment, tout cela débouche sur la grande question, étant donné que les problèmes sont arrivés avec Gorbatchev, c'est comment Gorbatchev est arrivé au pouvoir. Et là, ça fera l'objet d'un deuxième livre qui est déjà traduit et qui sortira dans un certain temps, où donc on a expliqué comment Gorbatchev était resté au pouvoir en dégommant tous ses adversaires, en inventant des scandales dans la presse pour les licencier le lendemain. Mais comment est-ce qu'il est venu au pouvoir? Alors là, Ostrovsky, dans le deuxième livre, dont je ne vais pas parler évidemment aujourd'hui, mais qui est extrêmement intéressant, où il traite à la fois de la période de Staline, Brejnev, Khrouchtchev, Brejnev, Tchernenko, Andropov. Il dit que le ver était déjà dans le fruit. Il s'attaque donc à Andropov, Khrouchtchev, plus ou moins, même un peu à Staline. Et donc ce livre constitue la deuxième partie. Je crois qu'elle a été écrite après, même si elle traite d'événements qui sont antérieurs. Donc vous allez devoir aussi peut-être vous intéresser à la deuxième partie. Mais ne défleurons pas pour le moment. Déjà, celui-là. Et déjà, celui-là, donc c'est pour ça que je dis rien ne sera plus comme avant, parce que maintenant, plus personne ne pourra écrire sur les causes de la fin de l'Union soviétique. Enfin, évidemment, les causes profondes, bien sûr, mais les causes directes, tout est dit. Ça n'est donc pas le thème du livre de Bruno, mais tu as soulevé certains points sur lesquels il a pas mal d'éclairage lui-même à apporter, notamment la question du bloc communiste, des pays de l'Est communistes,
et ça c'est la partie que tu connais bien, c'est pas spécifiquement ce dont tu parles dans ton livre, Non, non. mais dont tu vas parler tout à l'heure, mais sur cet aspect qui est évoqué donc dans le livre d'Ostrovsky. Oui, alors bon, c'est clair que les pays de l'Est, enfin hors Union soviétique, avaient globalement un régime moins enraciné qu'en URSS, ne serait-ce que pour une question de durée, puisque ces régimes étaient nés en 1945 et non pas en 1917, donc il y avait quand même évidemment plus de 20 ans de différence, donc ça c'est un aspect. Ensuite, évidemment, il faudrait voir pays par pays, parce que chaque pays de l'Est, le régime était plus ou moins enraciné selon le pays. Il y a des pays, d'ailleurs, ça s'est vu, le changement de régime dans les différents pays s'est passé différemment, de façon sans tension, avec tension. Donc on voit évidemment que la situation n'était pas la même. Mais globalement, effectivement, on a, je dirais, deux choses. On a, dans les pays de l'Est, donc hors Union soviétique, on a des régimes qui ont pris le pouvoir dans des pays vaincus. Il faut quand même se rappeler que l'Allemagne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie étaient des alliés d'Hitler, et qui donc, en quelque sorte, ont changé de régime par honte d'avoir été dans le camp du vaincu, chose qui, évidemment, jouait beaucoup dans les années 40, 50, 60, mais commençait à ne plus jouer dans les années de générations qui n'avaient pas connu la Seconde Guerre mondiale. D'un autre côté, on avait des pays... Alors je mets de côté la Yougoslavie, parce que c'est autre chose. Et sur ce qu'a évoqué, qui est évoqué dans le livre, la position de Gorbatchev, donc qui est quand même un petit peu le... Oui, alors... Ex machina dans cette affaire. Oui, alors Gorbatchev a joué dans ces pays-là, a joué... Alors il a joué sur les pays qui étaient les plus faiblement attachés au système contre les dirigeants et les régimes qui étaient plus enracinés. Grosso modo, on peut dire que le système socialiste était assez bien enraciné en RDA, Tchécoslovaquie, Roumanie, Bulgarie. En revanche, il était beaucoup plus faiblement enraciné en Hongrie et en Pologne. Donc évidemment, Gorbatchev, et bon, la direction du PCUS sous Gorbatchev, va appuyer la Pologne et la Hongrie contre les autres pays de l'Est. En quelque sorte pour qu'il commence, et c'est ce qui s'est passé en 89, pour qu'il commence le processus et ensuite le reste continue. Donc ça c'est évident, en jouant d'ailleurs sur différents éléments, comme par exemple des choses qu'on a oubliées. Le hasard a fait que à la fin des années 80, on négocie à l'échelle internationale un nouveau traité sur la mer et un élargissement des eaux territoriales. Et donc, ça a provoqué un conflit entre la Pologne et la RDA. Parce que, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais la Pologne estimait avoir plus de droits aux nouvelles eaux territoriales que la RDA. La RDA avait des revendications, la Pologne avait d'autres revendications. Et ça a donné lieu à des affrontements, sans mort bien sûr, mais quand même la marine est-allemande a tiré des coups de semonce sur des bateaux qui arrivaient dans un port polonais, passant par les eaux que la RDA estimait comme devant lui revenir. Et juste après, des avions soviétiques ont survolé les bateaux est-allemands pour montrer qu'ils prenaient parti pour la Pologne, contre la RDA. Donc c'était aussi une façon de favoriser la Pologne qui avait au pouvoir Jaruzelski. Bon, alors évidemment, Jaruzelski, il ne faut pas rentrer dans toute sa biographie, mais enfin bon, Jaruzelski, certes, en 1981, il avait défendu le régime, si l'on peut dire, mais il avait défendu le régime, en fait, au nom de la stabilité de l'État. Mais... bon, Jaruzelski venait d'une famille aristocratique, il avait été à Vorkuta pendant la première partie de la Seconde Guerre mondiale, il a adhéré au parti en 1947, donc assez tardivement, donc je pense que son communisme était assez faible, et s'il a adhéré aux structures d'après-guerre, oui, donc Jaruzelski a adhéré assez tard aux structures politiques du socialisme, on peut plutôt penser qu'il y a adhéré parce qu'on considérait en Pologne très souvent
comme du patriotisme. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de gens qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont opté pour le nouveau régime par patriotisme et non pas du tout par attachement au socialisme. Patriotisme, évidemment, dirigé contre l'Allemagne, après les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, et par la nécessité de tenir compte de ce qu'on considérait assez consensuellement après la guerre comme la raison d'État polonaise qui visait à avoir des bons rapports avec l'Union soviétique. Mais idéologiquement, on peut dire que les communistes polonais ont toujours été très faibles à cause de drames de l'entre-deux-guerres, la fin du Parti communiste en 1937 dans les purges, enfin il y a différentes choses qui se sont passées, ce qui fait qu'en 1945 les communistes n'étaient pas très forts en tant que communistes. Et s'ils ont pris le pouvoir, c'est parce qu'ils ont pu se présenter comme le parti de la raison d'État, beaucoup plus que comme le parti du socialisme. Et donc, à cause de cela, la Pologne a toujours été le maillon faible dans le bloc de l'Est. Je ne vais pas refaire l'histoire de Solidarność, il y a d'ailleurs un bouquin sur le sujet. Pour en revenir donc au rapport avec le livre d'Ostrovsky, c'est-à-dire les rapports avec la maison mère, on va dire, avec comme tenancier Gorbatchev. Oui. Est-ce que tu as un commentaire? Oui, alors justement, en fait, on peut dire grosso modo que la direction du PCUS sous Gorbatchev va aider tous les partis qui sont les moins en bonne relation avec Moscou traditionnellement, aux dépens des partis qui sont les plus fidèles à Moscou. Donc la RDA, donc la Tchécoslovaquie, voilà. Ou qui sont les plus fidèles au socialisme en tant que tels, comme les Roumains. Donc en fait, elle va trahir ses meilleurs alliés au profit de ceux qui sont les plus... Ça fait une rupture avec ce qui se passait entre ces pays et l'avant Gorbatchev. Bien sûr, totalement. De Moscou. Bien sûr que du point de vue de Varsovie. Du point de vue de Moscou, la RDA, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, c'était les enfants chéris. Et les enfants chéris avant Gorbatchev. Et tout d'un coup, les enfants chéris se trouvent mis sur la touche au profit des enfants turbulents. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a un changement. Pour citer Marx. Oui. En fait. Bon, bref. Voilà. Donc évidemment, ça introduit des doutes. Et chez les uns et chez les autres, parce que ceux qui sont moyennement ou plus fortement anti-soviétiques se disent chiche, et ceux qui sont pro-soviétiques se disent mais alors nous, qu'est-ce qu'on fait ? Avec tout le doute, parce que bon, dans les pays de l'Est, on présentait l'Union soviétique souvent, surtout dans les pays les plus pro-soviétiques, comme le modèle idéal. Et si le modèle idéal vient vous voir en disant on n'est pas un modèle du tout, ça met le doute dans tous ceux qui ont porté au nu l'Union soviétique, et du jour l'Union soviétique elle-même vous dit non, notre pays ne fonctionne pas comme il faut, etc., etc. Alors que, moi-même, dans les années 70, je m'occupais des étudiants étrangers en Pologne, donc j'avais beaucoup de contacts avec, entre autres, des étudiants de tous les pays socialistes. Et je me rappelle comment les Est-allemands et Tchécoslovaques lançaient des louanges à l'URSS, dépassant les louanges que les étudiants du Komsomol soviétique faisaient. Et bien, on peut imaginer que ces militants se sont retrouvés un peu orphelin en 85-86. Ça a jeté un froid. Ça a jeté un froid, voilà. Alors, ce que je voudrais dire par rapport à ce que vous avez dit, c'était très, très complet. Par contre, je voudrais insister sur quelque chose, c'est le caractère scientifique de l'ouvrage et les sources sur lesquelles il s'appuie. Il s'appuie vraiment sur toutes les sources disponibles au moment où il a été écrit. Alors c'est-à-dire les archives d'État, mais surtout les sources disponibles pour tout le monde, c'est-à-dire les mémoires des acteurs, les journaux, vraiment toutes les sources disponibles. Et l'auteur avait aussi des archives personnelles, c'est-à-dire qu'il a fait un travail qui a consisté à mener des entretiens avec certains acteurs de l'époque. Un travail très important, et ces archives ont été conservées, je ne sais pas par quel institut, mais l'État a pris ça au sérieux, je crois. Par ailleurs, à propos de ce que tu as dit, Jean-Paul, c'est le seul patriote russe qui a été traduit en français, mais c'est pas le seul patriote à s'être intéressé à l'effondrement de l'URSS, parce qu'il y en a d'autres. Il y a Karamurza, il y a Foursov, il y a Pekhalov et d'autres que je connais même pas. Donc ils sont vraiment nombreux. C'est le seul patriote russe qui a été traduit et qui
propose un travail vraiment sérieux. Alors en ce qui concerne les déclarations que tout le monde en fait, auxquelles tout le monde peut avoir accès, il y en a vraiment, enfin tout le livre est composé de déclarations vraiment très, très intéressantes pour nous. Par exemple, Gorbatchev, on ne s'en souvient pas, mais juste avant de se démettre de ses fonctions, il a déclaré dans un entretien « La cause la plus importante de ma vie a été menée à bien ». C'est-à-dire il dit ça juste avant de démissionner. Il dit ça juste avant que l'effondrement de l'URSS soit acté. Ensuite, il y a aussi les mémoires des écrits de Shevardnadze, vous savez, celui qui est devenu le dirigeant de la Géorgie, et qui avait un poste important déjà à l'époque soviétique. Donc, qui avoue... Il était ministre des Affaires étrangères. Voilà, il était ministre des Affaires étrangères, tout à fait. Qui avoue que dès les années 70, dès 75, il a une discussion avec Gorbatchev, où ils se disent tous les deux que tout est pourri et que tout doit être changé. Par ailleurs, il y a un certain Yakovlev, que vous connaissez peut-être, qui était aussi un haut dignitaire, qui a été, je crois, élu membre du Politburo dans les années 85, qui avoue, oui, on peut dire qu'il est très important dans la perestroïka. Il avoue dans les années 80 avoir eu une discussion avec un émigré soviétique qui s'était installé sur le territoire de l'entité israélienne. Et il aurait avoué en fait il aurait dit la chose suivante: n'est-il pas temps d'admettre que le marxisme est erroné, et ce depuis le commencement? Les communistes ont essayé de créer un paradis sur terre, mais il s'est avéré qu'il est impossible de le construire. Bon, ça c'était en 1983, à l'été 1983, donc avant le lancement de la perestroïka. Autre fait intéressant, mais c'est qu'un exemple parmi d'autres, vraiment tout le livre est composé de ce genre de déclarations très intéressantes. Shevardnadze, dans un entretien avec un historien émigré aux États-Unis, je crois qu'il s'appelait Sharadze, a déclaré en fait que dans les années 2000, il n'y aurait plus de soviets en Géorgie, parce que l'historien lui proposait de racheter des archives du gouvernement menchevique géorgien aux États-Unis. Donc pour tous ceux en fait qui s'intéressent à l'histoire contemporaine, c'est vraiment un livre fondamental. Et même pour nous, le livre, tout ce que tu évoques et bien davantage figure dans l'ouvrage. Voilà, tout à fait, avec tout à fait. Les références, les sources. Et par ailleurs, pour nous Français, c'est intéressant, je crois, parce que c'est aussi un livre sur la duplicité dont sont capables les politiciens. C'est-à-dire, vous avez Gorbatchev qui affirme qu'il va développer le socialisme, alors qu'en fait, dans le dos de tout le peuple soviétique et de tout le monde communiste, il a œuvré pour la liquidation de l'URSS et la liquidation du bloc soviétique. Donc c'est intéressant pour nous aussi. Voilà ce que je voulais dire. Alors, y avait-il une question là-bas? Enfin, j'ai une question et un point un peu général sur cette situation, ça va comme ça? Est-ce que vous pourriez nous parler, nous faire éventuellement un rapprochement avec ce qui se rapproche, ce qui s'éloigne, la situation de Gorbatchev par la perestroïka telle qu'elle est, et le 20e congrès? C'est-à-dire qu'après le 20e congrès de 56, il y a quand même eu une reprise et un redémarrage, alors réussi, pas réussi, mais en quoi est-ce qu'on peut comparer Le congrès du PCUS. le 20e congrès du PCUS en 56. Pas du PCF. En 56, bien sûr, en 56. Et le fait que, bon, il y a eu je ne sais quoi, parce que Khrouchtchev, etc., ça a été ce qu'on a vu aussi, c'était quand même pas formidable. Enfin, il y a eu une suite, et là, effectivement, brusquement, tout s'arrête. J'ai pas lu votre ouvrage, mais j'aimerais bien... Pas encore, ça va se faire. Mais j'aimerais bien que vous essayiez de tracer les lignes qui vous paraissent isolées, rapprochées, éloignées, décontextualisées, le 20e congrès du PCUS et la perestroïka. Qu'est-ce qui explique que les choses aient basculé? Brièvement, Oui, parce que ça c'était... Très brièvement, je pense qu'on pourrait dire que C'est le deuxième livre, voilà. Gorbatchev est un Khrouchtchev qui a réussi et Khrouchtchev est un Gorbatchev qui n'a pas réussi. Le fait est que en 86, dans le livre, c'est indiqué que
Gorbatchev au Politburo dit bien, il faut, disons, liquider la tête, si vous voulez, sinon on va se retrouver comme dans le cas de Khrouchtchev, avec la machine qui va nous briser le cou. Donc c'est pour ça qu'ils ont purgé d'abord, alors que Khrouchtchev avait purgé aussi, mais pas autant. Mais pas autant. Mais donc je pense que Gorbatchev, il était quelque part hanté par l'échec finalement de Khrouchtchev qui a été en 1963, donc il a été quand même au passage pour les gens qui vont regarder la vidéo, les jeunes générations, que ce à quoi nous faisons allusion, c'est-à-dire le khrouchtchevisme, le rapport Khrouchtchev, c'est la déstalinisation. C'est quand même ça la caractéristique historique fondamentale. Alors juste, il est dit dans le livre aussi que une des caractéristiques justement de ce sabotage, ça a été le déferlement de la propagande anti-stalinienne à partir de 1987. C'est-à-dire que jusqu'à 1986, non, Gorbatchev est tout à fait dans la ligne. Mais à partir de 1987, ça se déchaîne, si vous voulez, dans les médias, puisque les médias, maintenant, étant purgés, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Donc, dans cet état. Et je poursuis et j'arrête. N'est-ce pas une poursuite d'une ligne qui avait toujours été plus ou moins menée après Lénine? C'est-à-dire qu'à certains moments donnés, Staline a dit, moi, les vieux révolutionnaires, je veux les dégager parce qu'ils vont empêcher ma marche en avant, ma politique. Il faut absolument purger de manière régulière pour avancer sur la voie du socialisme. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de très nouveau. On a l'impression que c'est un peu cyclique. Oui, mais là, c'est pour faire machine arrière. Oui. La différence, c'est que là, c'est pour faire machine arrière. Oui, non, mais je pose la question. Mais je te laisse répondre, oui. Oui, la réponse, c'est ça. C'est que Staline, avait beaucoup lutté contre son appareil, à l'intérieur de son appareil, il avait purgé abondamment, mais exactement en sens inverse de ce que va être fait, enfin je parle sous votre contrôle, par tout ce qui va amener Gorbatchev, et qui va consister à faire l'inverse, c'est-à-dire machine arrière, non pas revenir au gauchisme révolutionnaire, quoique dans une certaine mesure on pourrait dire ça aussi, mais pour sortir de la construction du socialisme, pour le détruire, c'est explicite. Donc c'est quand même en réalité l'inverse de ce point de vue-là, de ce que faisait Staline. Et d'ailleurs, d'où l'axe une des choses qui relie, là encore je parle sous votre contrôle, les deux événements, c'est justement la haine anti-stalinienne, la haine du communisme marxiste, léniniste, à la Staline, tel qu'il avait quand même assez bien fonctionné à partir de la création de l'Union soviétique et pendant toute la période du vivant de Staline. Donc c'est bien ça peut-être qui fait le lien. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est tout à fait. Voilà. Et on a peut-être. Pour dire un mot, je ne veux pas trop dévoiler du deuxième livre, mais Ostrovsky est très clair sur les différentes catégories de dirigeants. Il y a 4 catégories. Donc les socialistes, Lénine et Staline, les conservateurs, au bon sens du terme, les socialistes, c'est-à-dire qui essaient de préserver les choses, c'est Brejnev et Tchernenko. Les libéraux, au sens économique du terme, c'est donc Khrouchtchev et Andropov, et il met quand même Gorbatchev dans une 4e catégorie, les liquidateurs. Donc il y a quand même une différence de niveau. Il y avait notre ami Jean Moulin qui a bien connu une partie de cette histoire, qui voulait dire un mot. Je crois qu'il faut être très prudent dans les comparaisons entre Khrouchtchev et Gorbatchev, parce que moi ce qui différencie les deux hommes quand même, c'est que quoi qu'on en ait dit, Khrouchtchev était un authentique partisan du socialisme. Il n'a pas détruit l'URSS, il voulait la développer sur une base tout à fait socialiste. Et d'ailleurs, l'URSS, après Khrouchtchev, a quand même été, dans les années 70, où moi je l'ai vu, une puissance extrêmement forte et qui était en plein développement. Et une bonne comparaison à faire pour voir que c'était tout à fait différent de la liquidation gorbatchevienne, c'était la conception de Khrouchtchev de la coexistence pacifique. Il a dit, je veux la coexistence pacifique avec les États du capitalisme, mais c'est pour mener avec eux la compétition sur une base pacifique. C'est tout à fait différent de cette foutue maison commune de Gorbatchev. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions là? Oui. Écoute, je suis... Enfin... Vas-y. Je trouve qu'il y a quelque chose qui manque dans ces explications.
mettre tout sur le dos de Gorbatchev, plus ou moins, hein, me semble insuffisant. Il y a quand même... Il n'était pas seul. Il faut une idée quelque part. Il faut une idée, faut un spiritus agens. Attends, je prends pour preuve ce qui s'est passé en Yougoslavie. En Yougoslavie, disons l'explication, c'est Milosevic. Mais c'est pas Milosevic. Milosevic, la Yougoslavie était détruite à cause du nationalisme, à cause des... donc, bon, il y a des éléments... D'accord, mais voilà. Justement, donc, je voudrais... On a notre camarade Célestin qui voulait répondre à ton objection, à ta question. Donc, ça, c'est une question. Alors, je voulais intervenir, en fait, après la présentation de Bruno, puisqu'il allait nous raconter ce que c'était, en fait, dans un Jules. Mais enfin... là, la question tombe très pertinemment. C'est que on va compléter l'exposé qui est lié au livre avec, disons, un contexte qui est plus large historiquement, qui remonte un petit peu plus haut, et d'autre part qui est l'objet de la réflexion en Russie en ce moment, parce que le bouillonnement intellectuel là-bas n'a rien à voir avec ce qu'on trouve en France ou ailleurs. Il est extrêmement intense. Et donc les choses qui sont liées à la chute de l'Union soviétique sont à peu près acquises, puisque voilà, le livre a été écrit, ils l'ont lu. Hein. Donc il y a beaucoup d'autres livres et surtout des témoignages des milieux témoins oculaires des faits internes, y compris, qui étaient à l'époque au poste de commande, donc qui racontent ça dans diverses interventions, parfois orales. Donc en fait tout ça c'est une matière assez bien absorbée déjà, mais quel est l'objet de réflexion? En gros, l'objet de réflexion le plus douloureux, c'est, disons, les raisons historiosophiques, si on peut dire, du fait de cet effondrement, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que la façon comment on va répondre à ça, justement, influencera l'avenir en quelque sorte du projet socialiste ou du projet soviétique, si on veut, communiste. Mais qu'est-ce qui va propulser, qu'est-ce qui va être le moteur qui va permettre à un Gorbatchev d'avoir ce rôle décisif? Les faits sont à peu près incontestables aujourd'hui en Russie. Donc il y a des personnalités qui s'appuient sur des sources sûres. C'est que, enfin, il est considéré que la nef a pris l'eau à peu près dès le lendemain de la guerre. La nef. Ah, la nef, pardon. Oui. Dès le lendemain de la guerre gagnée, voilà. Ça commence en douceur, mais le fond a été conditionné par des facteurs comme la diplomatie soviétique qui était déjà assez bien, comment dirais-je, séduite par les Occidentaux, tout à fait intentionnellement. Donc ils étaient en train tout le temps de travailler avec les milieux diplomatiques qui ont sériné en gros que vous méritez notre statut, quoi, messieurs, vous n'avez qu'un costume là, le vôtre, il n'est pas assez, quoi. Enfin, voilà. Donc dans ce style-là, littéralement. Donc les mouvements de jeunes contestataires, soi-disant, mais enfin, on les appelait Shtatniki, donc les États-Unis, enfin en référence, donc les imitateurs des États-Unis, on l'a en 1948, d'accord. C'est des fils de diplomates, c'est des enfants de l'élite. Staline est encore là, il est vivant. Bon, moi, j'ai vu les articles de presse de 48, 49, 50 qui dénoncent de façon assez comique pour l'œil d'aujourd'hui, enfin, tout ça vraiment façon kolkhosienne enfin voilà, c'était un peu le défaut c'était un peu ça la cause de défaite aussi, parce qu'ils n'ont pas trouvé une arme intellectuelle et enfin assez fine pour couper la matière fine que c'était. Donc finalement il y a des mouvements qui sont jaloux de la richesse, grosso modo.
de l'Occident, entre autres vu par le simple de soldat quand il est passé avec ses bottes en Allemagne. Donc ce fond-là, il rencontre l'intelligentsia soviétique réfractaire des années 30, ceux qui n'aimaient pas la restriction de liberté personnelle, si l'on veut, qu'il y a eu, parce que, alors, à un moment donné, ils n'étaient pas contre, parce que c'était une nécessité, disons, douloureuse des réalités. Enfin, finalement, il y a des causes internes, donc le ver dans la pomme, le fameux, il est là depuis déjà le lendemain de la guerre, où certains courants qui se rencontrent et qui se renforcent. Bon, alors à cette époque-là, ça ne fait pas grand chose, ça fait juste un humus qui commence à prendre, sur lequel va prospérer la génération Gorbatchev. C'est ça. Alors, donc cette génération, qui sont des enfants plutôt bien portants dans des familles privilégiées, etc., enfin, ou Gorbatchev lui-même, bien sûr, non, mais enfin, c'est pas lui qui décide de quoi que ce soit, c'est un représentant, c'est un idiot utile, si l'on veut, enfin, en quelque sorte de traître, bon, d'accord, mais enfin, bon, il s'appuyait sur quelque chose. Sur quoi il s'appuyait? Il s'appuyait sur... il s'appuyait sur un rêve, alors, si l'on veut, qui remonte au Comintern, en fait, notamment très concrètement à un certain Otto Kuusinen, dit-on, voilà, qui était l'acteur, mais qui était concrètement quelqu'un qui a propulsé Andropov, par exemple, mais qui n'était pas le seul, mais c'est des états d'esprit. Les états d'esprit consistent dans le fait qu'il y a certains Russes, certains bolcheviks, certains communistes qui ont eu la faiblesse de croire que, et ils ont été très encouragés en cela par divers agents occidentaux américains, que en fait la Russie, maintenant, désormais que le gâteau est bon, pourrait le partager avec l'Europe de l'Ouest, notamment par l'Allemagne défaite, du coup. Donc l'union entre la Russie et l'Allemagne, qui est une vieille affaire, ça date pas de 1946, hein, c'est une vieille affaire, comme quoi l'Allemagne c'est un partenaire naturel de la Russie, qui a toujours, il avait existé un rêve que voilà, la technologie allemande et le vecteur du développement, disons, scientifique, technologique, etc., allemand, en se mariant avec l'espace et les ressources russes, ça pouvait faire l'hégémonie mondiale. Et à ce moment-là, on aurait eu la peau des anglo-saxons. Voilà, en gros, c'est cette formule qui est évidemment, elle est encouragée par les anglo-saxons, vous voyez, enfin, c'est quand même croustillant. Donc, voilà, donc il y a eu une certaine faction qui a eu cette faiblesse, dont Zwigun, Bobkov, tous ces généraux du KGB qui ont constitué le 5e département idéologique du KGB, créé, je crois, en 1967 par là. Alors, c'est ces bons hommes-là qui s'occupent de la préparation de la perestroïka, donc au sens où, enfin, voilà, en 79, dans les couloirs du pouvoir, on parle déjà que l'affaire de la réunification de l'Allemagne est tranchée, d'accord? Donc c'est Primakov la source, hein. Bon, voilà, donc c'est pas n'importe qui. Donc c'est ce hameçon de soi-disant que si cette union entre la belle Europe, enfin, revendiqué de Gaulle aussi, en disant que de l'Oural, de Brest à Vladivostok, tout ça, c'est une belle idée, etc. Et donc, ils ont mordu. À l'Oural. Voilà, de l'Atlantique à l'Oural, voilà. Ouais. Donc, il y en a qui ont mordu, puisque comme ça, c'est le rêve de la richesse, des privilèges qui étaient très cher déjà à l'élite bien constituée soviétique, à une partie de l'élite fatiguée de faire la guerre, vas-y, enfin voilà. Donc ces gens-là ont constitué cette idée et ont travaillé pour.
Donc, c'est ce qui va donner la maison commune. c'est ce qui va donner la maison commune, tout à fait, tout à fait. Et donc ça va donner toutes les belles paroles qui ont suivi, etc. Sauf que beaucoup d'acteurs il y en a beaucoup qui sont plus en vie, mais certains sont. Bob Coffey est mort, enfin voilà, il y en a qui sont. Donc des témoignages des directs de première personne que moi je connais et qui racontent, voilà, de leur acquaintance avec certains retraités des services spécifiques, on va dire, voilà, qui disaient que en 2015, par là, voilà, dans les années où les choses se sont corsées pour la Russie, que, alors vu le tournant que ça prend, eh bien, il nous reste que de se suicider. Voilà. Parce que Je donc, pense notre que là, rêve, il a. Tu as répondu à la question d'Alain ? Non. Alors c'était quoi ta question si c'était pas ça ? Moi, je crois que La question. Non, ma question est que faut compléter l'explication. C'est pas Gorbatchev qui a eu le pouvoir de détruire l'Union soviétique. Je pense qu'un des ingrédients importants dans ce processus, c'est le stalinisme, la critique du stalinisme. Si tu veux, en fait, je dirais, tout le processus a commencé avec Khrouchtchev. Voilà. Si tu veux, c'est le moment essentiel, c'est le basculement, et à partir de là, ben, on va aboutir à la destruction de l'Union soviétique. Par ailleurs, il y a un autre élément qui me semble très important, c'est la dimension du pays. Elle est énorme. On ne le met jamais en évidence, on n'en parle jamais. Or, personnellement, j'ai pu constater que bien après la destruction de l'Union soviétique, il y avait à Novosibirsk, j'étais à Novosibirsk. Novosibirsk vivait dans le socialisme encore. Il y avait... tout était comme avant. Si tu veux, je pense que la destruction a eu lieu à Moscou et à Leningrad, et après, progressivement, mais même pas. Je trouve que même à l'heure actuelle, l'Union soviétique est un truc assez... Enfin, la Russie est un pays assez bigarré. Il y a du capitalisme, même sauvage. Il n'y a qu'à lire les écrivains, comment il s'appelle ? Il y a un écrivain tchétchène, German, enfin bref. Ouais. On le mettra à l'écran si on le retrouve. Décrit, si tu veux, cette réalité où coexistent finalement sur des territoires très importants. Des systèmes finalement assez différents. Enfin, c'est ça, si tu veux, cette réalité n'est jamais mise en avant. Et me semble-t-il, elle est essentielle. Pour expliquer la fin de l'Union soviétique. Et la réalité de la Russie actuelle. Ah oui. Si tu veux, la réalité de la Russie actuelle. Tu me donnes l'occasion de passer la parole là. Et cette tergiversation du pouvoir russe actuel vis-à-vis de la guerre en Ukraine. On n'ose pas vraiment s'engager. Une grande guerre patriotique n'est pas possible pour le pouvoir russe actuel. S'il lance, il perd son pouvoir. C'est ma voilà. Disons, alors ça nous permet de... Parce qu'il faut qu'on parle aussi du livre de Bruno. Donc ça va être la transition. Et je passe la parole à Bruno pour évoquer son livre. Donc, qui est là derrière, je le mettrai à l'écran. À toi. Voilà, écoute, mon livre c'est Socialisme 1.0. Alors j'ai fait un petit clin d'œil, un bilan globalement positif. Bien sûr, c'est un petit clin d'œil historique. Bon, pour les plus jeunes, ça fait référence au discours officiel du PCF transmis, rabâché par Georges Marchais à l'époque. Voilà, alors essentiellement... C'était son jugement sur l'Union soviétique. Voilà. Un bilan globalement positif. Voilà, alors essentiellement, par quoi je vais commencer ? Je pense que l'essentiel, je pense que la conversation, le débat l'a déjà un peu anticipé, c'est que, en fait, nous sommes victimes, nous, évidemment, je parle en Occident, je ne parle pas forcément de nous ici, nous sommes victimes de cette légende
du totalitarisme soviétique. C'est la grande erreur d'Hannah Arendt, c'est d'avoir établi une égalité entre nazisme et communisme, qui évidemment d'un point de vue politique est tout à fait faux, mais c'est pas que ça, c'est qu'elle connaissait assez bien le nazisme, mais elle connaissait absolument pas l'URSS et les pays de l'Est et le communisme, et donc elle a fait des amalgames complètement faux, dont on s'est servi pendant la guerre froide, et qui gênent totalement la vision des choses, c'est-à-dire que les pays socialistes étaient des sociétés, c'est-à-dire diversifiées, avec des intérêts divergents. Et d'ailleurs, le socialisme, par principe, est un système de transition. Et si c'est un système de transition, c'est forcément un système avec des contradictions entre le point de départ et le point vers lequel on est censé arriver. Donc, il y a toujours eu des contradictions sociales, il y a toujours eu des forces sociales. Et l'erreur du totalitarisme, c'est évidemment d'avoir commencé par nous dire que l'URSS était un pays qui était gouverné par un psychopathe qui s'appelle Staline et qui appuyait sur des boutons successifs et ensuite tout s'appliquait. Bon. Donc ça, c'était le point de départ. Et à partir de ce moment-là, chaque crise que l'on a eue, ou chaque tension, ou chaque divergence que l'on a eue était explicable par le dictateur machin, le Brejnev, le Khrouchtchev, le Staline, le Gomulka, le Ulbricht, etc. Et c'était censé tout expliquer. Du coup, on voyait pas la société, on voyait pas les classes sociales existantes, on voyait pas la lutte de classe qui se déroulait en Union soviétique. Et enfin, dans les pays de l'Est, dans les pays socialistes. Rappelons là encore pour les plus jeunes générations ou les néophytes que quand tu évoques le socialisme comme système de transition, c'est une allusion à la conception marxiste et stalinienne, léniniste et autres du fait que le point de départ c'était la société bourgeoise à socialiser et le point d'arrivée c'est la société communiste, c'est-à-dire la société sans classe. Je précise ça pour qu'on comprenne bien vers quoi on va. Voilà, et donc du coup, ça veut bien dire que la société socialiste était une société de classe. Et si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas les différents individus, quelle position ils occupent dans cette société qui est divisée en classes antagoniques. Et comme on a un système de partis uniques ou dans certains pays, comme la Pologne ou la RDA, de partis hégémoniques, appelons ça comme ça, forcément, le combat, il se déroule souvent à l'intérieur de l'appareil du pouvoir, donc dans le parti. Donc dans le parti, il y a différents partis. C'est ça, en fait, la réalité des choses. Il y a différents partis dans le parti qui s'opposent sur des questions d'intérêt, sur des questions qui ne sont pas l'individu X ou l'individu Y. C'est beaucoup plus complexe que ça, et en même temps beaucoup plus simple, parce que ce sont des processus sociaux. Des processus sociaux qui vont vers la révolution ou vers la contre-révolution. Donc ça, je pense que c'est le point essentiel. Le deuxième point qui me semble essentiel, c'est qu'il y a une question de génération. C'est-à-dire que on a la première, deuxième et troisième génération. La génération qui fait la révolution, elle sait très bien ce qu'on a quitté et ce vers quoi on va. C'est-à-dire, on a fait la révolution pour une raison bien précise. Cette révolution, elle a des causes parce qu'on connaît le système qu'on a voulu abolir et on le remplace par autre chose. La deuxième génération, c'est déjà autre chose, ce sont des enfants de... Juste une incise toujours pareil pour la vulgarisation. Pourquoi on fait la révolution? C'est pas pour les lendemains qui chantent, je parle de la génération que tu évoques, y compris la nôtre, c'est pour instaurer contre la dictature de la bourgeoisie, la dictature du prolétariat. Oui. Donc ça vous permet de comprendre le moment décisif. On a évoqué le 20e congrès du PC communiste, il y a aussi celui du Parti communiste français, où on a décidé d'abandonner la notion de dictature du prolétariat. Ça donne une idée justement de ces vacillements théoriques. Voilà, c'est ça. Je te rends la parole. Et donc ensuite on a la deuxième génération, ce sont les enfants d'eux, qui d'une certaine façon sont les héritiers de ce processus révolutionnaire, qui ont une conscience plus ou moins de la nécessité de le préserver, puisque c'est eux qui, quelque part, sont les héritiers. Mais le problème arrive avec la troisième génération. La troisième génération n'a même pas de connaissance théorique du capitalisme. Elle vit à l'abri. Alors ça peut paraître étonnant, mais en fait, le rideau de fer, il protège la masse des habitants des pays socialistes de ce que je pourrais appeler une lutte de classe concrète. La lutte de classe concrète se déroule au sommet de l'État, mais la masse de la population est protégée par des lois sociales, par la garantie d'emploi, par tout un ensemble de règles qui font que la vie est tout à fait vivable et qu'on ne s'imagine pas qu'on va pouvoir perdre ce qui est considéré comme des acquis.
Hein, ce qu'on appelait à l'époque les conquêtes du socialisme. Donc, en fait, on voit les contraintes du régime, parce qu'elles existent, mais on ne voit pas qu'elles sont menacées, qu'elles peuvent être menacées. La troisième génération vit dans un cocon, en fait. Et en même temps, elle a la perception du clinquant occidental. Parce que ça, on a conscience des jeans, des chewing-gums, des films de Hollywood, tout ça, on le voit. Mais on voit, quelque part, on a presque le sentiment que tout le monde vit comme ça à l'Ouest. Alors moi, j'ai un cas concret, anecdotique, qui me semble important pour qu'on comprenne les choses. Donc quand je suis arrivé en France, c'était en 79, donc juste avant les événements de Solidarność. Et donc, j'étais étudiant et je faisais des petits boulots pour gagner ma vie. Et donc un jour, le Crous me dit « écoutez, il y a une délégation de Polonais qui arrivent et qui veulent négocier avec une entreprise française et que vous pourriez être traducteur. » Oui, bien sûr. Donc je vois trois Polonais qui arrivent, qui sont des directeurs de l'entreprise, des adjoints du directeur, qui viennent négocier avec une entreprise française l'achat de machines pour l'entreprise polonaise. Donc moi, je suis le traducteur. Et donc, je suis aussi leur pilote, etc. Et donc, je discute un peu avec eux. Et je vois bien que ils sont des membres du parti. Je vois bien que ils regardent comment le capitaliste avec lequel ils négocient l'achat des machines vit. Quelle voiture il a, quel est son niveau de vie. Et je vois bien qu'ils se disent, nous, on vit plus mal. Hein, évidemment, puisque ils sont directeurs d'une usine d'État, ils ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Et donc, oui, ils n'ont pas de piscine privée, ils n'ont pas tout ça, ils vivent pas mal à la polonaise, mais par rapport aux capitalistes français, et moi je leur dis, oui, mais vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et là, ils rougissent. Parce que leurs parents étaient paysans. Et je leur dis, vous pensez que le capitaliste que vous avez en face de vous, ses parents étaient paysans? Là, tout d'un coup, ils prennent conscience du fait que le régime les a promus, voire protégés. Mais fondamentalement, naturellement, ils s'identifient au capitaliste, ils ne s'identifient plus à l'ouvrier de leur usine, ou aux paysans qui étaient leurs parents. Donc évidemment, forcément, ces gens-là, c'est déjà des apprentis capitalistes. Ils sont déjà, si je pouvais posséder mon usine et être le patron, ce serait beaucoup mieux. Hein, donc c'est ce qu'on appelle une lutte de classe, mais une lutte des classes qui se déroule à l'intérieur de l'appareil. Et ça, massivement, on le voyait, surtout chez les enfants d'apparatchiks, dans tous les pays de l'Est, ils se comparaient aux enfants de la bourgeoisie occidentale. Ils ne se comparaient pas à leurs parents ou grands-parents. C'était terminé. Donc automatiquement, en plus le clinquant occidental, il faut dire quand même que les Américains savent faire pour se promouvoir. Donc il y avait tout ça qui joue. Mais en fait, si on regarde les choses jusqu'au bout, je connais aucun pays de l'Est où on a volontairement renoncé au socialisme. Aucun. Même le plus à droite qui est la Pologne, jamais personne en 88-89 voulait la fin du socialisme. On disait, oui, on peut avoir un secteur privé à côté du secteur d'État. Mais on ne va jamais laisser privatiser. Mais non, c'est pas possible qu'on privatise. Comment ça? Mais non, on privatisera jamais. Ça sert à rien. C'est bien mieux de travailler dans une entreprise d'État. Que le petit commerce soit privé, ok, mais pas les grandes entreprises. Personne ne voulait ça. Et ça, c'est les Biélorusses qui ont réussi à faire ça. Oui, c'est les seuls. Mais personne. En Pologne, la campagne électorale de 89, c'était démocratiser politiquement le système. Et pour les réformes économiques, on verra après dans un grand débat national sur ce qui pourra être privé et ce qui restera public. Débat national qui, évidemment, n'a jamais eu lieu, puisqu'on est passé à la thérapie de choc pour réaliser en 6 mois le changement de régime. Et d'ailleurs, j'ai une amie qui était journaliste en Pologne, donc à la fin de l'année 89, elle
elle est plutôt de gauche, donc elle pose la question à Balcerowicz, le ministre de l'Éducation placé, soit dit en passant, par George Soros à ce poste. On venait de reconquérir l'indépendance, et c'est George Soros qui décide de nommer un ministre. C'est vraiment comme marque d'indépendance, il n'y a pas mieux. Mais enfin bon, ça c'est dit en passant. Et donc elle lui demande que va-t-il se passer, puisque vous venez de lancer le programme de privatisation massive, si tout d'un coup la classe ouvrière résiste? Et lui répond tout de go, publiquement, sans honte, écoutez, tout est fait pour que ça aille si vite que quand ils se sont rendus compte que le système a changé, on ne pourra plus revenir en arrière. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Hein, donc voilà, en fait. Et Balcerowicz, pour terminer, en 78, il part aux États-Unis. Il est, son titre officiel, c'était lecteur expérimenté auprès de l'Institut des problèmes du marxisme-léninisme auprès du Comité central, qu'il envoie à Chicago se former en économie. Donc avec un beau titre comme ça, il va chez les Chicago Boys. Hein, donc vous avez compris. Ton livre, mon livre, en résumé, va nous parler. C'est le socialisme qui est en question. Oui, c'est ça. C'est-à-dire le socialisme, on a évoqué les bases, y compris marxistes, la société, une transition vers la société sans classe, mais à l'intérieur d'un monde, d'une économie, d'une société où il y a des classes, des luttes de classe, des conflits de classe. Et alors, qu'est-ce que, en gros, tu vas développer spécifiquement par rapport notamment aux pays socialistes que tu connais bien, dans ton livre? Alors, en plus de ce que je viens de dire, qu'on retrouve aussi dans le livre, je parle du saut, du bond qu'ont fait ces pays, ces peuples, en termes économiques et sociaux. Parce que l'autre grande erreur qui a été faite, c'est que on compare les pays de l'Est par rapport aux pays occidentaux, c'est-à-dire par rapport aux pays impérialistes, c'est-à-dire par rapport aux pays qui peuvent aller piller le tiers-monde, ou les colonies. Mais si on regarde bien ce qu'étaient les pays de l'Est avant le socialisme, donc la Russie puis les autres, il faut les comparer aux pays du tiers-monde. Ce qu'on appelait le tiers-monde. Oui, ouais, voilà, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des pays de la périphérie, qui sortent de la misère noire et qui, en l'espace de 2 générations, atteignent le niveau de pays développés. C'est-à-dire qu'en fait, en 2 générations, ils ont fait ce que l'Occident a fait en 200 ans en profitant des colonies. Les pays de l'Est n'ayant pas de colonies. Ce qu'on appelait précisément les pays sous-développés. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça. Et voilà, c'est ça. Et je dis toujours, écoutez, si vous voulez savoir le bilan du socialisme, vous comparez le niveau de vie d'un Tadjik du Tadjikistan au niveau de vie d'un Tadjik de l'Afghanistan. Hein, puisque les Tadjiks sont divisés en 2. Hein, une partie qui fait partie de l'Afghanistan, une partie qui fait partie du Tadjikistan. Je dis, bon, évidemment pas maintenant après la guerre en Afghanistan, mais je dis, il y a 40 ans, en 1975, vous comparez le niveau de vie à Dushanbe et le niveau de vie à Faizabad. Dans les 2 villes tadjiques, celle d'Afghanistan et celle de Dushanbe, vous faites le bilan du socialisme à partir de là. C'est-à-dire vous comparez un pays qui fait partie du même ensemble culturel, et là vous comparez le niveau de vie après 70 ans de socialisme et sans socialisme. Et là vous avez la réponse immédiate. Je veux dire, c'est même pas, il n'y a pas à faire des statistiques extraordinaires, c'est ça. Donc vous comparez la Chine avec l'Inde. L'Inde, en 49, est plus riche que la Chine. Aujourd'hui, il n'y a pas photo. Qui est en avant par rapport à qui est en arrière. Donc si vous faites cette statistique, vous comprenez tout. Et y compris l'Allemagne, parce qu'on va vous dire, ah oui, mais l'Allemagne, oui, sauf que l'Allemagne, jusqu'en 45, elle est partagée en 2. C'est-à-dire que vous avez l'ouest de l'Allemagne qui a toujours été riche et l'est de l'Allemagne qui était pauvre. Ça date du Moyen-Âge, mais en particulier sous Bismarck, sous Hitler, on avait la même chose. C'est-à-dire qu'en Allemagne, sous Hitler, et avant Hitler déjà sous Bismarck, on a le Osthilfe, c'est-à-dire que l'ouest de l'Allemagne finance l'est. Parce que l'est de l'Allemagne, c'est comme le Mezzogiorno en Italie. Donc la RDA, elle hérite de l'Allemagne pauvre. Et donc on dit, ah oui, mais vous voyez, le niveau de vie de l'Allemagne de l'Ouest, il est supérieur à celui de la RDA. Mais c'était déjà le cas en 1850. Voilà, oui, exactement. Donc il faut comparer les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas comparer par... Pardon ? Voilà, le cas de la Tchécoslovaquie, une demande du public.
Oui, alors le cas de la Tchécoslovaquie, pardon, oui, mais alors la Tchéquie est développée, mais pas la Slovaquie. Donc on peut dire de façon objective, sans doute que la Tchéquie a peut-être perdu au socialisme relativement parce qu'elle a financé le développement de la Slovaquie. Mais la Slovaquie, du coup, qui était misérable parmi les misérables, elle a profité de cette égalisation. Hein. Et d'ailleurs, si on regarde la rupture entre de la Tchécoslovaquie, si on regarde bien, c'est les Tchèques qui ont rompu avec la Tchécoslovaquie. Enfin, les dirigeants tchèques qui ont rompu avec la Tchécoslovaquie, c'est pas les dirigeants slovaques. Parce qu'ils ont bien compris. Hein, et d'ailleurs, c'est la même chose qui s'est passé en URSS. C'est les régions riches qui se séparent du reste de l'URSS. Ça commence avec les Baltes, qui sont les régions les plus riches de l'URSS. Ça se poursuit avec la Russie qui veut se débarrasser des Kazakhs, des Caucasiens, etc. C'est la même chose en Yougoslavie. C'est la Slovénie et la Croatie qui se séparent. C'est pas la Macédoine ou le Monténégro. Hein. Donc c'est toujours les régions riches qui bazardent les régions pauvres. Donc on voit bien là que c'est bien plus complexe que Khrouchtchev, Gorbatchev, Staline, X. C'est un processus social. Et il faut savoir qu'à l'époque du socialisme, dans le parti, il y avait les lobbies qui représentaient toutes ces régions qui vont plus tard se scinder. Il y avait les lobbies qui tiraient d'un côté et les lobbies qui tiraient de l'autre. Il y avait les régions riches qui voulaient pas payer pour les pauvres et il y avait le plan qui disait non mais il faut quand même investir dans les régions plus pauvres. Bon, et donc tout cela a créé une communauté qui avait acquis une certaine légitimité, mais qui se heurtait à des intérêts qui n'avaient pas intérêt à poursuivre dans cette direction. Et qui ont donc rompu. Et avec toute la bourgeoisie, si je peux dire, qui était installée à l'intérieur du parti, en particulier, alors bon, ça c'est un autre aspect qui me semble nécessaire de comprendre, dans les années 60-70, se pose la question de passer d'une économie quantitative, de production, d'augmentation de la production quantitative en amélioration de la production qualitative. Le socialisme a été un plein succès, économiquement parlant, pour l'augmentation quantitative. Le socialisme 1.0, comme je l'appelle. En revanche, évidemment, il y avait la nécessité d'entrer dans des réformes de la gestion économique pour passer au qualitatif. Et à ce moment-là, s'est posé la question, en Tchécoslovaquie, mais aussi en URSS, et enfin dans tous les pays de l'Est d'ailleurs, de comment on change le système de planification pour passer au qualitatif. Et là, vous avez eu à Moscou le développement d'une école qui s'appelle Cybernétique, qui existe toujours, qui est dirigée par Elena Veduta à Moscou, qui a lancé l'idée, c'est son père en fait qui a lancé l'idée d'utiliser l'informatique pour démocratiser le système de gestion économique et en même temps augmenter la planification qualitative. Et les bureaucrates du système de planification ont refusé ça parce que ça leur enlevait le pouvoir. Donc finalement, ils ont réussi à freiner ça et à l'empêcher. C'est aussi entre autres ce qui explique pourquoi Kosygin a été mis de côté à ce moment-là, mais c'est un élément dans ce jeu. Et à ce moment-là, vous avez, quand les bureaucrates de la planification antérieure ont gagné, à ce moment-là, ils ont gagné, ils ont rétabli le contrôle de gestion de l'économie, mais à ce moment-là, commence à se développer l'idée, si je gère l'économie, mon pouvoir sera beaucoup mieux garanti si j'en suis le propriétaire. Alors ça, c'est en tant que gestionnaire de l'économie, avec un élément qu'on oublie, et c'est là aussi le phénomène de la troisième période quoi, Brejnev. Ça s'est passé, oui c'est ça, c'est ce que la période de stagnation. Voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, la génération des jeunes de ces bureaucrates, elle émerge, et leurs parents se disent mais j'ai des positions relativement privilégiées, mais comment je les transmets à mes enfants? Le seul moyen, c'est la propriété. Donc il faut passer au capitalisme. Si je veux que ça reste dans les mains, parce que un des grands problèmes qui se posaient dans les pays de l'Est à ce moment-là, c'était le système socialiste avait permis l'ascension sociale. Mais l'ascension sociale, elle devait continuer. Et or, les
postes étaient occupés par une bureaucratie qui ne voulait plus que l'ascension sociale se poursuive. Parce que si elle se poursuivait, mon fils, il va entrer en concurrence avec un fils de paysan, et peut-être que le fils de paysan va devenir directeur de l'usine, et pas forcément mon fils. Donc si je privatise, à ce moment-là, c'est garanti. Hein, et donc cet élément est essentiel. Et moi, j'ai assisté en Pologne, entre autres, à ce débat. Quand on passait des examens d'entrée à l'université, les enfants de paysans et d'ouvriers avaient 2 ou 3 points supplémentaires pour origine sociale, pour favoriser justement le renouvellement social et la montée des classes populaires. Et donc on commençait à avoir des dignitaires du parti qui disaient non, monsieur, on est dans une société socialiste développée, on n'a plus besoin d'avoir ce privilège pour les ouvriers et les paysans. Qu'est-ce que c'est ça? Il faut supprimer les points privilégiant l'origine sociale. Ben évidemment, puisqu'ils voulaient que leur fils ou leur fille se place, et elles n'étaient pas fils ou filles de paysans ou d'ouvriers, donc elles n'avaient pas les points d'accès privilégiés à l'université. Donc on voyait bien, c'est bien une forme de lutte de classe que je viens de dire. Absolument, là tu as parfaitement décrit ce que c'était que la lutte des classes dans des pays en transition vers la société sans classe, mais où on est toujours en plein dans des sociétés de classe, évidemment sous des formes différentes. Alors il y a peut-être des questions à propos de ce que vient de dire. Je crois que Jean-Paul voulait faire un commentaire, je ne sais pas. Non, mais enfin je vois quand même des grandes différences entre les pays d'Europe de l'Est et l'Union soviétique quand même. D'ailleurs on voit comment la transition s'est passée dans les pays, à part la Roumanie, on parle quand même de révolution de velours dans les pays de l'Est, alors qu'en Union soviétique ça a été dans le sang que les changements ont eu lieu, parce que les gens étaient quand même beaucoup plus attachés au socialisme. Bon, c'est tout. Mais enfin, bon, je suis sûr qu'il y a des oui, mais là, ça c'est juste, mais ce que vient de, à mon avis, très très clairement expliquer, et qui est le thème de son livre, la notion de socialisme. Le socialisme, comme on disait, réellement existant. Oui. Qu'est-ce que c'était? Ça voulait pas dire le communisme. Ah, même s'il y avait des partis communistes, puisque le communisme, c'est la société sans classe. Et ben, qu'est-ce que c'est que la lutte de classe? Qu'est-ce que c'est de la société avec des classes, et comment se déroule, où sont les conflits de classe, comment se joue-t-il dans une société communiste au sens où les communistes sont au pouvoir, le parti communiste qui a vocation à faire sortir ces sociétés de la société de classe, mais où on est encore dans une période où on doit essayer d'imposer la dictature du prolétariat pour en sortir. Évidemment, ça allait devenir très très difficile d'en sortir à partir du moment où on abandonnait les principes de base justement du socialisme au sens marxiste, donc du communisme, qui consiste à d'abord renverser la dictature de classe, de la classe dominante bourgeoise par celle de la classe révolutionnaire, pour ensuite essayer de parvenir, au terme d'une longue lutte, toujours en cours, pour parvenir à la société sans classe, qui ne sera pas dépourvue de conflits d'ailleurs, mais au moins pas cela, mais c'est pas pour tout de suite, c'est pas les lendemains qui chantent. J'ai bien résumé là, oui, à peu près. Oui. Donc, une question. Jean. Je trouve que c'est bien au fond que les deux livres soient présentés en parallèle, parce que, bon, j'ai pas lu le bouquin d'Ostrovsky, j'ai lu ton bouquin quasi entièrement, et je l'apprécie beaucoup, et je trouve que le livre de Brudo donne des clés pour comprendre comment le processus liquidateur de Gorbatchev et de ses sbires a fonctionné, parce qu'il montre le terrain idéologique et socio-économique sur lequel ça s'est passé. Mais j'avais une question par rapport au livre d'Ostrovsky. Est-ce qu'il aborde cette question, qui est quand même une question lancinante? Comment est-ce que ces salopards ont réussi à faire leur coup? Et comment une réaction, une opposition à ce coup d'État n'a pas pu être réalisée sur le terrain? C'est-à-dire, quelles étaient les forces saines du parti et comment ont-elles été annihilées? Alors ça, je vais laisser évidemment et là, il y a un problème idéologique majeur. Nos experts répondent, mais je précise là aussi pour les spectateurs présents et futurs que Jean a vécu et travaillé en tant que scientifique lui-même à l'époque dans l'ex-Union soviétique. Alors, qui répond? Je sais pas, mais peut-être. C'est l'objet du livre, en fait. Oui, de Ostrovsky. Des gens qui se sont donnés comme projet de détruire l'Union soviétique tout en prétendant développer le socialisme ont réussi. C'est l'objet du livre. Il y a eu des. Il faut lire le livre. Voilà. Il te reste à lire le livre.
peux dire montre- deux il mots montre à ce qu'il y a sujet. une opposition. C'est-à-dire, si j'ai bien compris C'est aussi Lester de répondre. la pointe de la question, c'était justement, enfin, ça se formule autrement. Par exemple, pourquoi le parti n'a pas destitué Gorbatchev? Oui. Ils ont bien destitué Khrushchev. Oui. Mais c'était faisable. Hein. Donc, pourquoi il l'a prouvé? Donc, en fait, cela veut dire une seule simple chose, c'est que la majorité dans tous les échelons repris le pouvoir. et tous les échelons des pouvoirs étaient pour. Oui, c'est ça. Ils soutenaient ce que faisait Gorbatchev. Avec, au fond, c'est-à-dire ils disaient, ouais, peut-être il est un peu con, peut-être il est grossier, là il a fait une erreur, là c'est pas... Moi je ferais peut-être... Mais au fond, finalement, ils étaient pour. Parce que en face, ils avaient quelque chose qui était juste le contraire de ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le durcissement éventuel, enfin c'est ce qu'ils voyaient en tout cas, c'est ce qu'ils craignaient, enfin ou imaginaient dans leur cauchemar que là il y a le moustachu Staline qui allait arriver, qui allait les mettre en main. Voilà, enfin ils se faisaient peur l'un à l'autre avec ça pour rester bien unis face à, enfin voilà, c'est une métaphore évidemment, c'est pas. Donc en fait il y avait même les mineurs sur lesquels Yeltsin s'est beaucoup appuyé en tant que force agissante, parce que l'ouvrier c'était mineur, enfin voilà, la vie des... Et les mineurs étaient bien, comment dire, partants au partage, parce qu'on leur a fait croire qu'un morceau de leur mine allait être privatisé par eux-mêmes, ou enfin je sais pas, voucher, je sais pas quoi. Enfin voilà, au fond, du point de vue du marxisme, si vous voulez, de la vision de l'histoire, de la vision de la société, les mineurs, majoritairement, ne se sont pas exprimés pour défendre l'Union soviétique. Et s'ils s'étaient exprimés, alors le fonctionnement de la machine du pouvoir et de la société à l'époque était tel qu'ils auraient dit leurs mots, et ça aurait empêché beaucoup de choses. Alors ça, j'ai vu cette époque, bien sûr, moi-même, mais je sais des gens qui étaient proches du dossier, pour ainsi dire. Moi, je n'étais pas mineur, enfin, ceux qui étaient à Kouzbas, enfin, je ne sais pas où, enfin, là où il y avait des masses agissantes d'ouvriers. Alors, donc, pourquoi ça s'est produit? C'est bien sûr la séduction de la part de l'Occident qui était extrêmement importante, mais c'est aussi l'idée. Et c'est pourquoi il n'y avait pas une séduction de la part de l'Occident dans les années 30. Enfin, elle n'était pas suffisamment... Enfin, il y en avait, mais ça s'exerçait sur surtout les dignitaires du pouvoir, éventuellement, qui allaient... mais enfin, le mineur de l'époque, il était engagé dans et puis il a montré quand il fallait... aller se tuer à la guerre. Donc pourquoi 50 ans plus tard, le mineur, il n'est plus le même? Parce que pendant les années de prospérité, qui sont les années 50, c'est les 53, enfin la campagne vit bien déjà, enfin voilà, vous avez une tellement fulgurante reconstruction du pays, c'est vraiment un miracle économique. Le président, tu as parlé des années 30, pourquoi rappelons que dans les années 30, ça ne se passait pas si bien que ça en Occident. Hein. Oui, ça aussi. Tout à fait. Aussi. En plus, oui. Il n'y avait pas de hippie pour ce l'Union soviétique. C'est la crise de 29, il n'y avait pas de Juste un hippie. petit rappel économique simple, on ne va pas abreuver les gens de chiffres et de statistiques, mais pour se fixer les idées, entre la période du début de l'Union soviétique, donc les années 20 et la guerre, l'Union soviétique va avoir la plus forte croissance économique au monde. Tout à Il faut fait. quand même se rendre compte de Incroyable. ça. Alors, je te rends la après la guerre, pendant une dizaine d'années, tous les, je sais plus, date, je sais plus en avril ou quand c'était, les prix baissaient régulièrement chaque année et les salaires étaient tout le temps en train d'augmenter. Donc, même si le commun mortel n'était pas en mesure de se l'acheter la voiture du dirigeant d'entreprise occidentale, peu importe, le vecteur, la poussée du développement, l'amélioration constante de la vie était énorme. Et donc, dans ce contexte, dans les années de prospérité, donc, les gens, mais bien, se philistinise, si vous voulez.
Il devient philistin, il devient... et ça c'est très bien visible dans les films de l'époque où on commence tout de suite sur le champ de critiquer les attitudes trop matérialistes, entre guillemets, c'est-à-dire trop penchées vers la consommation, l'achat des biens, et surtout l'achat des biens pour, bien sûr, s'élever par ces biens au regard du voisin, enfin, voilà, pour toutes les vanités mondaines, enfin, et à cela s'ajoute... Mais de cela résulte, si l'on veut, ou s'ajoute la conception du communisme qui égale la patate pour tout le monde, enfin qui égale l'idée de Khrouchtchev, en fait, qui était celle de en 1980 on sera dans le communisme, il l'a dit, et que cela consiste dans la production de maximum de maïs, du maïs par tête de population, des œufs et du lait, quoi. Voilà. Donc c'est la matérialisation au sens vulgaire de l'idée du bien-être vers lequel va nous conduire le communisme qui a engendré au final ce refroidissement du mineur qui ne voyait plus sa réussite que dans le fait d'acheter une nouvelle bagnole. Voilà. Bon, donc, c'est ça qui a fait le lit du gorbatchevisme. Alors, je crois que Jean-Paul voulait ajouter quelque chose. Oui, alors malheureusement, c'est pas du tout la thèse du livre. Hein. Alors, tout comme l'histoire là de l'Union, la Russie et l'Allemagne, ça, c'est dans la deuxième partie du livre. Il n'en parle pas du tout. Il parle plutôt de la maison commune avec les Anglo-Saxons. Mais ça, c'est autre chose. Ce sera pour un autre jour. C'est la deuxième partie. Gorbatchev n'a jamais eu la majorité au comité central jusqu'à ce qu'il arrive à dégommer tous les responsables les uns après les autres. C'est pour ça que ce processus a mis tellement longtemps. C'était un processus de longue haleine et il n'avait jamais la majorité. Il a dû encourager les mouvements de contestation aussi bien en Russie que dans les républiques périphériques, pour progressivement, une fois qu'il avait déboulonné tout le monde et changé donc les responsables, obtenir la majorité. Mais sinon, au début, il n'avait absolument personne. Donc il a été obligé de se débarrasser de tout ce monde. Oui, mais pour arriver à se débarrasser de tout le monde, il ne pouvait pas le faire seul non plus. Alors, je vous ai dit, cet artifice, en encourageant la contestation à la base, en produisant des fronts démocratiques. Oui, mais il était représentant d'un groupe d'intérêt. C'était pas juste lui. Ah non. Oui. Alors, c'est ce que décrit Célestin. Oui, mais je parle de l'intérieur du parti. Donc, il exprimait quelque chose, qu'il incarnait, qu'il personnifiait, et c'est ce qui lui a permis d'avoir le pouvoir justement d'éliminer les autres. Et c'est ça là. Je pense mais dans le parti lui-même, il n'avait jamais la majorité. C'est pour ça que ça a mis si longtemps. Il voulait dire ça. Je voulais simplement dire que, par exemple, au niveau du Politburo, il y avait une opposition. Ah oui, c'est ça. Mais le Politburo, il était, à un moment, il le dit dans le bouquin, ils étaient à 10 et il n'avait pas la majorité. Donc, il a fait passer à 15, il a fait passer 5 types à lui. Voilà, c'est tout. Donc, et en 86, comme on disait, 90% des dirigeants des médias, donc il prend le pouvoir en 85, 86 d'après Yakovlev, 90% des dirigeants des médias ont été remplacés. En 1987, à la faveur de l'affaire Mathias Ross, là, qui était une affaire qui était organisée par le KGB pour discréditer l'armée, ils ont profité de ça pour mettre à la retraite forcée. 1200 généraux ont été mis à la retraite. Il le dit dans le bouquin. Donc, s'il y a opposition et si elle est par ce biais-là mis totalement hors jeu, eh ben vous pouvez toujours avoir, tu peux toujours avoir de l'opposition. Voilà. Et pour en savoir plus, il va falloir que tu lises le livre. Ah voilà, tu as commencé, il faut que tu le finisses. On va peut-être d'ailleurs. Vous parliez du KGB, en fait, ce qui a rendu tout ça possible, c'est que le KGB au plus haut niveau était allié de Gorbatchev. En fait. Oui, c'est ça le KGB. C'est ça, oui, c'est ce qu'il faut dire en fait. C'est ça. Parce que dans les processus politiques, techniquement, c'est très important qui tournait les boutons. Oui, mais ça lisez le livre, vous verrez. Kryuchkov, c'était le président du KGB. Jean, nous sommes entre marxistes donc et Guéliano marxistes, donc nous voyons le processus historique comme un procès, des contradictions en procès.
tu as les différents éléments contradictoires qui te donnent la totalité, le résultat que tu as eu, c'est-à-dire l'épisode Gorbatchev et la suite dont on a parlé. Les différentes contradictions ont été évoquées, les unes, le fond, l'idéologie, la sociologie qui travaillait, la subjectivation, comme on dit, qui travaillait toute une partie de la société soviétique russe, les aspects liés à la politique, à l'appareil, au jeu de pouvoir, enfin tout ça jouant avec des rapports de force qui évoluent, ça va te donner le résultat que nous connaissons tous. Est-ce que j'ai à peu près résumé ? Alors bon, il y en a quand même, il y en a certains qui croyaient en ce qu'ils faisaient. Mais les autres... Oui, alors il y en a d'autres. Oui, Richkov, bon. Mais alors il dit que les autres ont été ou bien manquaient finalement d'enthousiasme, ou bien finalement ont été manipulés. L'histoire du KGB, c'est très intéressant parce qu'il explique comment ça a marché dans les pays d'Europe de l'Est. C'est-à-dire que les pays d'Europe de l'Est étaient souverains. Mais c'est par le biais du KGB que les régimes ont été changés parce que les KGB étaient tous unis avec leur réunion à Moscou. Et c'est par les KGB des pays d'Europe de l'Est que Gorbatchev a pu, par différentes méthodes, changer tout le personnel politique dans des pays comme la Bulgarie, la Roumanie. C'est par le KGB. Que ça s'est fait. Voilà. Là, tu as eu la méthode et tu as eu l'origine, le fond. Juste pour, disons, enfin, détailler le mode de fonctionnement. Il suffit d'imaginer, alors voilà, on vire 1200 généraux. Alors est-ce que 1200 bolcheviks restent tranquilles si on leur fait ça? Ah oui. Alors, voilà. Oui. Et 1200 généraux, bougent pas. Donc ils ne sont pas armés idéologiquement, ils sont déjà ramollis. Ils sont défaits avant leur retraite. Voilà, une illustration quoi. Ceci dit, au moment du 20e congrès, pour voter contre le rapport secret, paraît-il que personne n'a moufté et tout le monde a voté à l'unanimité sans qu'il y ait déjà à ce moment-là, alors que beaucoup avaient connu Staline parmi ceux qui étaient là, ou tous, et personne ne s'est levé et tout le monde a voté. Quoi. Voilà. Bon, on va peut-être conclure. Je ne sais pas qui souhaite le faire. Peut-être d'abord pour ta partie. Une petite question. Oui. Petite. Hein. Oui, c'est très bref. Le camarade a parlé d'un bouillonnement, disons, dans les ex-pays socialistes. Je voudrais savoir, ce livre-là, donc, est traduit du russe, est-ce qu'il a une diffusion consistante en Russie actuellement? Alors, malheureusement, non. Parce qu'en fait, ce livre actuellement est indisponible en Russie. On peut le trouver sous forme de fichiers numériques. D'ailleurs, tous les livres d'Ostrovsky, qui sont des livres vraiment décisifs, sont indisponibles. À part celui qui vient d'être édité, Solzhenitsyn, Adieu au mythe. Quoi. Là aussi, bon, il casse Solzhenitsyn. Mais tous les autres sont... Alors, peut-être est-ce dû au fait que les Russes connaissent déjà tout ça. Ils savent tout ça. Mais c'est une chronique. Ils savent. Ils ont été aux premières loges. D'autant plus qu'il y en a d'autres, comme disait Bernard, qui ont écrit sur le sujet là-bas. Donc les ex-soviétiques, ils sont édifiés sur tout ça. Mais c'est simplement que ça n'a jamais été dit, ça n'a jamais été traduit à l'étranger et étayé par des arguments avec des preuves solides. Il ne reste plus rien du gorbatchevisme après la lecture de ce livre. C'est garanti. C'était déjà... Alors... ultime conclusion à Bruno. Je pense qu'une chose, c'est que d'abord, les processus révolutionnaires, quels qu'ils soient, y compris la Révolution française, donc avant, sont jamais un long fleuve tranquille. Il y a toujours révolution contre révolution, révolution contre révolution. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre Socialisme 1.0, parce qu'évidemment, on attend le socialisme 2.0. Et je pense que l'expérience du 1.0 est très nécessaire pour aller vers le socialisme 2.0. C'est-à-dire que, effectivement, maintenant, on est beaucoup plus riche d'une expérience, et la prochaine fois, on ne se laissera pas avoir. Bravo. Eh bien, merci, bravo. Alors donc...